Excellence, Monsieur l'ambassadeur Massimo Marotti. Écoutez, vous êtes le bienvenu parmi les collègues, les confrères, les amis. Monsieur l'ambassadeur Samir Mbarak vous présentera. Il est plus professionnel que moi. Il connaît bien les règles de l'art. Lui qui a une longue et brillante expertise en la matière, dans le cadre de ses activités diplomatiques libanaises et dans le cadre des missions qu'il a accomplies, parfois de manière très délicate, à travers le monde entier. En ce qui me concerne, je vous dois quelques mots d'amitié. L'amitié d'abord pour l'Italie, dont peu, à part Paulina, parle ici la langue. Mais si nous admirons tous l'héritage exceptionnel et l'indéfectible dévouement auprès du Liban sur tous les plans de votre pays, aussi bien sur le plan culturel, militaire, commercial, géopolitique et spirituel, il reste que j'ai appris à admirer ce que vous êtes, Monsieur l'ambassadeur. Et permettez-moi aussi de citer votre épouse, qui n'est pas ici présente, mais qui est originaire de Haïti, de Kfaya, dont nous avons ici un représentant. Monsieur l'ambassadeur, vous avez fait montre d'une activité remarquable, d'un sérieux et d'une rectitude que beaucoup d'ambassadeurs vous envient. C'est bien la raison pour laquelle votre mandat au Liban est plus étendu qu'à l'accoutumée. Vous êtes ici depuis près de 4 ans, je crois. Et que la discrétion et l'efficacité ont toujours caractérisé votre parcours. Dans cette ancienne demeure, sans doute inspirée, comme tant d'autres, par l'architecture de la Toscane, et qui a été restaurée avec peine, mais aussi beaucoup de modestie, nous vous disons, vous êtes chez vous, vous êtes bienvenus. Nous avons opté pour un intitulé suffisamment large pour vous permettre de vous exprimer sur tout ce qui unit l'Italie et le Liban, de la finule à l'archéologie. Vous avez carte blanche, Monsieur l'ambassadeur, après tant d'autres personnalités illustres et qui ont pu ici venir nous rendre visite. Merci de votre présence. Messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs membres du barreau, mesdames et messieurs chers amis, c'est avec joie et empressement que j'ai accepté de me voir confier par notre hôte et ami, le ministre Brahim Najjar, l'agréable mission de présenter notre éminent conférencier, l'ambassadeur d'Italie Massimo Marotti, qui nous entretiendra sur la culture, l'économie et la politique, les 3 vagues majeures qui font évoluer les liaisons entre le Liban et l'Italie. Tout d'abord, permettez-moi de rendre hommage à Brahim Najjar, qu'une longue amitié nous lie. À l'époque, nous entreprenions à Paris, chacun dans son domaine, nos études universitaires. Brahim Najjar est un éminent juriste, un avocat et un professeur de grand talent. Indépendant et libéral, il a occupé avec brio le portefeuille de ministre de la Justice, où il a excellé en prenant des décisions courageuses et de portée historique. Cependant, le brillant parcours d'Ibrahim Najjar ne s'est pas limité au barreau, à l'enseignement, à la politique. Il a fondé il y a quelque temps ce précieux centre de réflexion et de culture où nous nous trouvons en ce moment. Cette oasis de la pensée dans notre Liban d'aujourd'hui a déjà réuni de nombreuses personnes de qualité qui ont partagé leur savoir et leur jugement sur des événements du passé et du présent, ainsi que leurs approches futuristes sur un Orient de plus en plus tourmenté et complexe.
sans oublier les nombreux thèmes se rapportant à l'art et la culture. Ce brillant itinéraire n'aurait pu s'accomplir sans le concours de son épouse Marie-Rose, que je salue chaleureusement, et qui a su prodiguer avec persévérance les conseils nécessaires à la réalisation de tant d'objectifs professionnels, éducatifs, politiques et culturels. Il a suffi qu'Ibrahim Najjar mentionne le distingué ambassadeur d'Italie pour qu'une fibre sensible me fasse remémorer une myriade d'impressions et de souvenirs qui me lient à cet admirable et euphorique pays où j'ai passé de nombreux séjours. En effet, le pays de Dante, de Christophe Colomb et de Raphaël ne laisse personne insensible à sa beauté, sa créativité et sa capacité à surmonter l'adversité. Lord Byron clamait que l'Italie a le don fatal de la beauté et Renoir d'écrire que l'inconvénient de l'Italie, c'est qu'elle est trop belle, en s'exclamant « Pourquoi peindre quand on a tant de plaisir à regarder ?» Nous n'allons pas discourir sur l'impact de la Rome antique, de la Renaissance italienne ou de la forme de gouvernement de tolérance pratiquée pour la première fois en Sicile par Frédéric de Hohenstaufen 400 ans avant le traité de Westphalie et qui constitue la pierre angulaire de l'indispensable convivialité pratiquée par le Liban moderne et contemporain. La force de l'Italie vient de son génie. Jean-Christophe Granger écrivait « Durant 30 ans, ils ont eu les Borgia, la guerre civile et la terreur. Cela a produit Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. » Comme nous le savons tous, l'Italie est sans doute un des rares pays où le musée est aussi dans la rue. Il n'est pas toujours indispensable de visiter les Uffizi et le Pitti quand on parcourt Florence. La merveilleuse architecture du Duomo, du Ponte Vecchio ou de la Piazza della Signoria y pourvoit largement. Et que dire de Rome, Milan, Pise, Sienne, San Gimignano, Venise, Naples, Taormina et j'en passe. La politique qui lie nos deux pays remonte à la haute antiquité en passant par Fakhreddin et continue à se manifester à travers la participation du contingent italien dans la finure. Quant aux relations économiques, elles sont pour leur part des plus florissantes puisque l'Italie a occupé pendant de longues années la première place dans les échanges commerciaux entre nos deux pays. Sans doute une tradition bien établie à travers les premiers consulats ouverts au Moyen-Âge sur la côte libanaise par Venise et Gênes, bien avant le XIXe siècle, quand la Sardaigne, Naples et les deux Siciles, suivis de l'Italie unitaire, établissent à leur tour des consulats à Beyrouth, Saïda et Tripoli. Pardonnez-moi de m'être laissé emporter par la fascination qu'exerce sur moi ce grand creuset de la culture et de l'art et cet important partenaire de négoce avec le Liban. Je ne pouvais m'empêcher de succomber à cette escapade qui me permet de mieux vous présenter un très grand diplomate, son Excellence, l'ambassadeur d'Italie, Massimo Marozzi. Juriste de formation né en 1957, l'ambassadeur d'Italie poursuit ses études à l'université Federico II de Naples. Admis au ministère des Affaires étrangères en 1986, il se spécialise dans les affaires du Moyen-Orient, les affaires financières, la sécurité européenne et les réformes onusiennes. En 1988 et jusqu'en 1990, il est nommé premier secrétaire chargé des affaires commerciales à l'ambassade d'Italie à Bagdad, avant d'être nommé à Bastia en 1991, puis à Luxembourg, où il est en charge des affaires consulaires. En 1996, il est transféré à Rome, où il est promu conseiller à la direction des affaires économiques, et en 2000, il est nommé premier conseiller à l'ambassade d'Italie à Washington. En 2004 et jusqu'en 2008, il est transféré à la mission permanente auprès des Nations Unies, où il est en charge des questions économiques, à un moment où l'Italie occupe un siège non permanent au Conseil de sécurité, ce qui lui permet de participer au débat du Conseil en sa qualité de vice-président de la délégation italienne, quand on sait le rôle actif que joue l'Italie dans le maintien de la paix
à travers sa participation aux contingents internationaux, ainsi qu'à la place fondamentale qu'elle occupe dans la réforme du Conseil de sécurité. De retour à Rome en 2010, il coiffe la section de sécurité internationale au sein de la direction des affaires politiques, un des plus hauts postes de la lutte antiterroriste en Italie, avant d'être promu vice-directeur général des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères. En 2013, il est nommé ambassadeur en Irak, où il joue un rôle central dans la lutte contre Daesh en organisant à 3 reprises des programmes de formation intensive aux armées irakiennes et kurdes en guerre contre le terrorisme qui envahit la région. En 2015, il est nommé ambassadeur au Liban. Marié et père de 2 enfants, l'ambassadeur Marotti est l'auteur de nombreux articles sur le Moyen-Orient, la finance internationale, les Nations Unies et la défense commune européenne. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci, monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre. Je suis très touché pour les mots que vous avez eus à mon regard et de mon pays. Mais j'avais imaginé cette petite matinée en votre compagnie, entre amis, pour une conversation. Et j'avais pensé que les mots du titre amènent d'une manière ou l'autre à répondre à une question que souvent, même en Italie, on me pose. Pourquoi le Liban? Quel est l'intérêt que l'Italie a envers le Liban et qui explique cet engagement et l'ampleur des relations qu'on a établies et qu'on continue à développer. C'est vrai que le rapport entre 2 pays suit d'habitude plusieurs chemins et se développe selon une asymétrie d'intensité, soit le canal politique, économique et culturel. Cette année, encore une fois, depuis 2006, le Parlement italien va financer la participation italienne à la FIMUL, autorisant une dépense de 120 millions d'euros par an. Donc ça fait à peu près 2 milliards d'euros depuis 13 ans, seulement pour financer la participation italienne à la FIMUL. L'armée va recevoir aussi 15 millions pour l'assistance bilatérale à l'armée libanaise, pour la formation, l'entraînement de capacité de la marine, de la garde présidentielle et d'autres unités de l'armée, pour laquelle on a établi un rapport très étroit. La Banque italienne pour le développement économique et d'autres banques vont monter des crédits pour assister l'entreprise qu'on partage avec le Liban de renforcer l'armée et les forces de sécurité en les dotant de moyens nécessaires pour répondre à les autres fonctions que l'armée et les forces de sécurité ont pour le pays et la stabilité dans la région. De nouveau, dans une semaine, à Rome, il y aura une journée dédiée au Liban et on a invité à peu près 100 entreprises italiennes qui vont être renseignées sur le développement économique dans ce pays, dans le programme d'investissement dans les infrastructures que le gouvernement libanais va amorcer bientôt et pour lequel l'Italie s'est engagée dans la conférence de Paris l'année passée à soutenir avec des crédits de 120 millions d'euros. On vient de financer 4 missions archéologiques au Liban, dont une très intéressante que vient de découvrir à Amiens, que la région autour de la ville et la même ville d'Amiens sont beaucoup plus anciennes qu'on le croyait auparavant. On parle de l'âge du bronze, même avant, et qui, la région a été évidemment toujours habitée, comme Byblos et d'autres villes sur la côte, tout au long de la période de 4000 ans avant Jésus-Christ, en permanence. Et donc cette région faisait partie
des routes de la civilisation qui avait commencé à Mésopotamie et qui s'est répandue jusqu'à l'Égypte. Donc, ce sera un nouvel financement de ces missions. Dans quelques jours aussi, on va poser la première pierre d'un établissement pour l'assainissement des eaux à Anjar, sur lequel on va bâtir une nouvelle usine comme celle de Zale qui a commencé l'année passée et qui, pour la première fois, a purifié l'eau d'une région qui va déverser dans le Litanie l'eau des villes de la ville de Zale. Alors ça, un mot, c'est, moi j'ai touché rapidement sécurité, économie, culture, infrastructure. L'Italie est impliquée un peu dans toutes ces activités. Et la question est toujours pourquoi. Quel est l'intérêt qui est derrière tout ça? Quelle est l'histoire qui est derrière tout ça? Tout ce qui fait que les deux pays ont développé jusqu'à ce point des relations si importantes. La réponse est la Méditerranée, d'après moi. La Méditerranée est un miracle, on l'a dit souvent, parce qu'il a créé des conditions climatiques et géographiques qui ont créé un pont entre les différentes civilisations. C'était grâce à la mer du Milieu que l'Europe, qui était une province pauvre et sauvage, presque sauvage, a été rattachée au centre de gravité de la civilisation en Asie. La Mésopotamie, la Val de l'Inde, c'était et demeure toujours, si on le croit au nouveau développement des voies de la soie dont on parle toujours, c'est le noyau dur, disons, de la civilisation mondiale. Et comment la région de l'Europe a été rattachée à ce noyau, c'est grâce à la Méditerranée et aux civilisations qui se sont établies tout au long de la côte. Rome est devenue ce qu'elle est devenue après être présente en Égypte et s'être impliquée dans cette région. C'est seulement à ce moment que Rome est devenue un empire véritable et qui a pu fonder sur les routes commerciales, sur l'ingénierie de l'empire, sa fortune. Et pour nous, pour les Italiens d'aujourd'hui, à nos yeux, depuis 2000 ans, la Méditerranée orientale n'a pas perdu de son importance stratégique. À l'époque de Rome, aujourd'hui, à la même valeur pour nous. Cette région, dans la région qui est entre la Méditerranée orientale et le Golfe Persique, le Liban occupe une position clé. Il y a un axe de presque 1500 km entre Beyrouth et Basra, dans le Golfe Persique. Cet axe a été toujours le cœur de la région, ce qu'on appelle le Levant, le Moyen-Orient, ça change peu. Mais c'est autour de cet axe que beaucoup d'intérêts et d'histoire se sont répandus dans la région. Cette région et cet axe ont aussi été le centre de beaucoup de crises. Les tout récentes crises qui ont explosé en 2011 en Syrie, 2014 en Irak, ont impliqué la participation de puissances moyennes et grandes et qui ont causé beaucoup de morts, destruction, flux de réfugiés dont le Liban a connu pas mal de conséquences, dévastation physique de villes qui ont marqué l'histoire et la civilisation de tous les peuples de la Méditerranée. Ça suffit de remarquer les villes qui ont été touchées dans les 15 dernières années de destruction, Basra, Bagdad, Mossoul, Alep, Damas, Hamas, Beyrouth. Toutes ces villes font partie d'un environnement de civilisation qui les rattache à l'Europe de manière permanente, d'après moi. Cette région, vue
de l'Occident, au lieu de la péninsule italienne, c'est aussi une terre où se sont développés, sont affirmés des modèles d'agrégation politique très originaux et d'organisation de l'économie qui ont eu de l'influence tout autour du pays. La dimension géographique du Liban, qui est le plus petit pays né de la dissolution de l'Empire ottoman, ne reflète pas le poids réel, d'après nous, que le Liban a eu dans l'histoire, dans la culture de cette région, ni donne la dimension de la capacité libanaise d'intermédiation dans l'engrenage complexe de rôles et d'influence réciproques qui caractérisent la Méditerranée. Et c'est ça la valeur qu'on attache à ce pays et aux relations qu'on veut développer de plus en plus avec ce pays. La corrélation constante entre les facteurs politiques, économiques et sociaux, internes et externes, est évidemment cruciale dans un petit pays ouvert et culturellement exposé vers la région où il se trouve. Si on utilise une métaphore du commerce international, le Liban est certainement un exportateur net d'influence culturelle. Grâce à son héritage somptueux, qui parfois on sous-estime, mais qu'il faut toujours reconnaître. Du fait de son histoire récente, le Liban est au Levant l'un des piliers sur lesquels il est possible de tenter de reconstruire l'architecture des relations entre les États de la région qui ont été bouleversés depuis les guerres et qui se sont survenues dans cette partie du monde. C'est le modèle de coexistence politico-sociale qui continue à évoluer depuis la guerre civile, l'occupation syrienne et la normalisation qui a suivi. C'est ça que nous regardons de l'Occident et qui nous pensons être un phénomène qui n'est pas seulement intéressant du point de vue historique, mais c'est la base du DNA de la politique dans la région. Un pays qui, malgré sa fragilité et ses limites, est capable, d'après nous, de contribuer au processus de stabilisation de la région, à raison évidemment de sa capacité de médiation culturelle et d'influence économique que les Libanais possèdent de manière énorme, et que grâce aussi à la richesse et agilité de la diaspora libanaise à l'étranger, est capable d'influencer ce qui se passe dans la région. Donc, il s'agit d'un État qui reste essentiel pour comprendre les facteurs primordiaux d'équilibre et de stabilité, en particulier pour contenir et surmonter les contrastes sectaires et politiques qui dominent cette région. Dans ce pays, on regarde aussi l'action des institutions. L'armée est certainement une institution qui, dans les 2 dernières années, a été protagoniste d'une action importante pour la stabilité régionale. Et l'armée, en 2017, a libéré la présence de combattants islamistes le nord du pays et a acquis une reconnaissance internationale qui s'est bien expliquée à la conférence de Rome du 15 mars 2018. Rome nous avons hospité avec 40 pays et organisations internationales pour soutenir les programmes de l'armée et des forces de sécurité interne. L'aide internationale aux forces armées, à la police, fournie par différents pays dont l'Italie, vise effectivement à renforcer ces institutions de l'État qui sont pour nous tous aussi un facteur de stabilité. Donc c'est ça la réponse qu'on donne aux Italiens qui paient les impôts pour expliquer pourquoi on est engagé dans l'assistance au pays dans cette partie du monde. Tout le monde sait qu'à Paris, le 6 avril, la conférence internationale sur le programme d'investissement du Liban
a présenté vise en même temps à soutenir l'économie du pays qui tant a été visé par les crises de cette région. Mais en même temps, le Liban est un énigme vu de l'Occident. On se demande souvent comment un État à l'apparence fragile a tenu dans cette crise majeure dans la région. Comment l'économie, la valeur de la monnaie ont tenu pendant 20 ans avec tous les épisodes qui ont touché et blessé beaucoup de pays dans la région. Quel est le secret? Il y a un secret derrière cette fausse fragilité que le pays montre. Cette question aussi est derrière la politique internationale, derrière l'action des États. C'est ce qui fait partie de ce qu'on appelle la psychologie collective, l'idée qu'un pays est capable de donner aux autres, et l'idée que dans d'autres pays, dans la mentalité d'autres pays, va s'approfondir dans la mentalité des gens et des décideurs politiques. On a vu pendant la crise en Syrie que pendant 5 années consécutives de guerre syrienne, le déficit de la balance des paiements du Liban a dépassé le 9 milliards de dollars. On sait que le rôle que jouent les profits des sociétés libanaises à l'étranger pour rebalancer, pour garder un équilibre la balance des paiements, et c'est un peu ça le secret, la force de l'économie libanaise et sa fonction de stabilisation économique qui est toujours dans le pays et dans la région. On a remarqué, vu de l'Occident, que le Liban a retrouvé, après la guerre civile, sa stabilité financière, relancé le développement économique qui s'est arrêté seulement après la guerre en Syrie. On a vu que l'intérêt commun des Libanais et la coexistence ressurgit à chaque fois qu'une force politique tente de s'imposer aux autres. C'est une qualité vue de l'extérieur est remarquable si on regarde l'histoire dans une période un peu plus longue du présent. Même un pays qui aurait pu se effondrer, être marginalisé après 15 ans de guerre civile, on l'a vu renaître et continuer son action d'influence culturelle qui dépasse largement ses frontières. Les succès économiques sont bien connus à l'étranger. La force de la monnaie libanaise, sa capacité de rester dans la communauté financière internationale. Ça aussi, c'est un pilier de la politique internationale du Liban, de la considération que le pays a conquis pendant ces années. L'autre sujet d'attention à l'étranger, c'est le mécanisme du gouvernement consensuel. Le fonctionnement du gouvernement, que certainement je ne vais pas analyser, quand même représente un modèle, peut-être pas d'efficacité, de rapidité d'action, mais comme certainement un modèle comme antidote puissant envers l'instabilité politique que beaucoup de pays connaissent aujourd'hui. C'est un valeur quand même qui assure la continuité, une force majeure dans la politique et aussi dans la politique internationale. On regarde toujours, on mentionne toujours l'action des différentes identités confessionnelles qui composent le pays, qui ont fait l'histoire du pays et qui sont aussi sa force. Sa force culturelle probablement bénéficie de cet engin, de cette moteur d'action culturelle que les communautés représentent. Et aussi la réaction et l'action entre eux.
Peut-être que la diversité au Liban a été sublimée dans l'action gouvernementale. La capacité de faire agir ensemble des forces parfois éloignées, c'est quand même un acquis important. Et c'est le Liban qui donne parfois l'impression, aux yeux attentifs ou moins attentifs, de jongler avec les alliances régionales, mais qui est aussi à interpréter le dialogue politique international partant de la force de sa capacité de dialoguer à l'intérieur des frontières, de ses propres frontières. Alors, un pays comme celui-ci, en possession de clés de lecture du monde complexe, certainement de la Méditerranée, et pas seulement de la Méditerranée, un pays que les Libanais détiennent, ces clés que les Libanais détiennent pour faire partie de nombreuses autres réalités sociopolitiques, intéresse l'Italie et intéresse nombreux pays européens qui ne veulent perdre pas de terrain dans cette région où le dialogue politique est essentiel. L'Italie avait pris l'initiative en 2006, l'initiative décisive de débloquer le conflit entre Israël et Hezbollah en assumant la responsabilité de favoriser la création d'une mission des Nations Unies dirigée par l'Europe, les pays européens. Et elle est restée pour plus de 12 ans le pivot politico-militaire de cette mission. Je sais que c'était un investissement important, après 13 ans, plus de 2 milliards d'euros, pour la sécurité internationale dans cette région, pour la stabilité le long de la frontière entre le Liban et Israël, et pour la reconstruction économique du sud du Liban et du développement économique en Israël. Une reconstruction et un développement économique qui sont devenus, ensemble, un facteur de dissuasion afin de ne pas provoquer un nouveau conflit dans la région. C'est un facteur silencieux, mais qui est efficace et qui a prévenu d'autres conflits jusqu'à maintenant. Alors l'Italie continue à fournir un appui important à la mission de la FINUR et s'est investie dans les rapports avec les forces armées libanaises. Mais l'Italie n'a jamais oublié la diplomatie culturelle, c'est-à-dire l'action culturelle qui est très importante dans les rapports entre deux pays qui sont deux puissances culturelles. Ce qu'on a plus en commun entre Liban et Italie, c'est ça. Peut-être bien que ça. Le reste, ça devient comme conséquence. Et c'est pour cela que l'investissement culturel le plus important qu'on a vu au Liban dans ces dernières années, c'est-à-dire l'expansion du musée national, a vu l'Italie comme partenaire international principal. Et c'était plutôt un partenariat sur l'idée de développer les richesses du musée national ensemble qui, d'après moi, c'est au moins dans les 5 dernières années, l'événement capital des relations entre les deux pays. C'est un événement petit, c'était 1 million d'euros, si on veut le mettre sur le côté financier. C'est un mélange de capacités du personnel du musée, du ministère de la Culture et des Italiens qui ont travaillé ensemble, qui disparaît par rapport à l'ampleur de l'engagement sécuritaire, économique, la dimension des intérêts que mobilise. Et reste toujours probablement l'action qui aura dans le temps plus d'effet que tous les autres mises ensemble. Et ça, c'est important de le remarquer compte tenu de la situation chaotique qu'on vit dans la Méditerranée en général. Et on risque d'être confus par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans les relations humaines dans cette région. La sécurité, la guerre, la peur, l'angoisse, tout cela domine, mais il y a aussi d'autres forces qui marchent en même temps. Et c'est dans ces années qu'on a eu des témoignages importants, la présence au Liban du musée Maxi, le plus important musée d'art contemporain, musée national d'art contemporain italien,
qui est venu au Liban, qui a hospité une exhibition sur Beyrouth à Rome pendant 6 mois. C'est en Italie qu'on a vu à la Biennale Art pour la première fois, la Biennale Architecture pour la première fois une présence libanaise, un pavillon libanais. On l'a eu à la Biennale Art en 2017, un film libanais à la Monstre du cinéma de Venise. Donc, aux yeux de l'Italie, le Liban est un pays qui ne peut pas être dissocié de cette région. Il y a une force profonde qui, d'après moi, est dans son bagage culturel. Cette force profonde a permis aux Libanais de s'adapter au changement. Et c'est ça qu'on a remarqué vu de notre partie de la Méditerranée. Durant les presque 100 ans de construction de l'indépendance du Liban, les Libanais ont bénéficié d'un avantage comparatif par rapport aux pays de la région. Et c'est certainement dans le domaine de l'éducation, de la liberté d'entreprise. Ce n'est pas par hasard, je pense, que la première typographie a été fondée ici, les premières universités, les premières banques, les premiers journaux. Donc le Liban est le seul pays dans le Levant qui n'a pas connu de planification économique ni une économie d'État. Ce sont les gens, les individus qui ont créé la force de l'économie de ce pays. Et le Liban est avant tout un pays qui produit de la culture, au sens plus large du concept, et qui a su préserver cette soft power, douce puissance, que le monde reconnaît, que les gens savent reconnaître. Et c'est là qui demeure sa capacité d'influencer et d'être un acteur dans le monde aujourd'hui. C'est le noyau du capital du Liban et que les Libanais possèdent et partagent collectivement. Capital qui, par son histoire et sa nature, a contribué à la définition progressive d'un nouvel ordre qui va se développer dans la région, mais qui n'a pas changé les connotations principales. Le moteur dans le monde reste toujours, le moteur économique, la force des changements reste toujours dans la région asiatique. Et à travers cette partie du monde, mis en relation l'Occident et l'Orient de cette masse énorme de continents. Et ce n'est pas tout à fait étrange qu'au milieu de cette région, même un pays petit, est au centre des relations que se développent ici et que les pays cherchent de renouveler constamment. C'est pour cela, c'est derrière tout ça qui est l'histoire des relations entre l'Italie et le Liban, qui est faite pas seulement de relations politiques, la présence massive, je dois dire, des politiciens italiens au Liban dans les dernières années, est seulement un signe de l'intérêt majeur. Je dois dire qu'en même temps, les universités, les chercheurs sont toujours présents au Liban, les artistes, les touristes. C'est cette autoroute qui est toujours ouverte, qui est la base et la force de tous les autres rapports dont on lit sur les journaux ou à la télé. C'est la force profonde de ces rapports qui fait bouger les gens, les pays, les gouvernements et l'action des États. Je vous remercie et je suis à votre disposition. Comme vous voulez gérer un débat. C'est M. Balak qui doit diriger le débat. Je ne sais pas. Enfin, c'est passionnant ce que vous avez dit et vous avez vraiment campé le problème du Liban à l'intérieur de sa région, qui est indissociable de ses contacts avec l'Occident. Les problèmes que nous avons et qui sont lancinants depuis des siècles ne s'expliquent que par cette interaction libanaise entre l'Orient et l'Occident. Et le système qu'ils ont développé est incontestablement
ce système de convivialité qui est absolument la pierre angulaire de ce pays. Je crois que nous avons vous avez donné du Liban une idée absolument optimiste, magnifique, mais vous avez été le miroir introuvable. Nous ne devons donc qu'à vous croire. Je pensais que si on avait donné notre... On aurait pu choisir d'autres manières d'en parler de ce sujet. Moi, je le fais constamment et j'ai toujours cette réaction qui est la même si on parle de mon pays. Vous avez parlé avant de la splendeur de l'Italie, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de questions à résoudre dans mon pays et sur lesquelles on n'a pas de solution, et parfois, même comme père de deux enfants, regardant le futur, on s'interroge, mais où est ce beau pays dont on parle? Mais la réalité est celle-là. On a toujours les deux faces de la monnaie, mais on ne peut pas négliger de regarder même celle sur laquelle on trouve des traces quand même importantes, même si on a l'idée qu'elle ne correspond pas à la réalité. Parce que la réalité est toujours plus foncée, obscure, maligne, et donc on a difficulté à le croire. Mais je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi la force profonde qui reste, et sur laquelle de temps en temps on se tourne quand on veut plus de justice, plus d'efficacité, d'équilibre. C'est la force qu'on a. Sans cette partie, on n'aurait même plus la force de changer le présent, qui est certainement toujours pas le meilleur visage. L'histoire aide à nous regarder les choses le meilleur. Et même dans le passé, il y a eu des situations qu'il fallait corriger. Il y a plein de questions. Monsieur Saad, journaliste éminent. Merci, Excellence. Je voudrais dire que même Abdelhalim Khiddem, en 1985, a parlé de cette fausse fragilité du Liban. Un ancien ministre m'a raconté une fois qu'en 1985, les choses étaient vraiment mauvaises au Liban, et ils ont été à Damas et ils parlaient avec Khaddam à propos de cette fragilité. Et sa réponse était proche de celle de son Excellence, que ne pensez pas que le Liban est aussi fragile. Mais ma question, c'est, quel est d'après vous les raisons de cette force imminente? Je trouve que c'est dans la perspective des autres, dans les yeux des autres. Chacun d'entre nous, étrangers, qui regarde le Liban, qui ont une relation avec le Liban, voit des choses différentes, évidemment. Comme vous regardez dans d'autres pays des choses différentes. Vous regardez en Italie d'une manière, les Serbes, les Espagnols d'une autre. C'est la même chose. Donc, ce que j'ai essayé de dire, c'est que dans l'Italie, ce qu'on voit dans les forces dans le Liban, ce sont des traits importants, même des questions. Se demander pourquoi un pays, par exemple, dans cette région qui a été dévastée, est restée presque intacte. On n'a pas la réponse. Mais la question, déjà se poser la question, c'est donner du respect. Oui. Considérer, c'est-à-dire qu'il y a une force qu'on n'a pas vue, qu'on ne voyait pas. On se demande pourquoi on considérait fragile le Liban, quand le Liban a résisté à cette vague qui a touché toute la région, et même dépassé le Liban pour toucher l'Europe et d'autres parties. Alors, il y a peut-être un secret, quelque chose qu'il faut connaître. C'est là en train déjà une relation de respect et d'attention. Donc, vous avez quelque chose qu'il faut préserver. Peut-être on ne la maîtrise pas comme étranger, on ne la connaît pas. Peut-être même vous n'êtes pas capable de l'expliquer. Mais c'est une réalité. La société libanaise, dans son ensemble, avec tous les problèmes que toutes les sociétés nous vivons, a été capable de faire face à une vague qui a fait tomber beaucoup d'autres pays.
c'est quelque chose de remarquable. Oui. Merci beaucoup, Excellence. Madame le professeur Marie-Claude Neige, professeur de droit. Moi, j'aurais deux questions à vous poser, parce que j'ai été sensible à cette vision peut-être positive, optimiste de ce système consensuel de gouvernement que nous avons et qui est source de tant de blocages et de manque d'efficacité. Bon, on gagne peut-être en stabilité, je pense, on perd en efficacité. Mais est-ce que, vu de l'extérieur, vu de l'Italie, vous percevez les deux points suivants qui sont, à mon sens, le danger actuel qui guette le pays, au-delà des problèmes conjoncturels? Le premier, c'est peut-être le rétrécissement des libertés. Et je crois que le vrai combat, c'est un combat des libertés individuelles, aujourd'hui amené par les Libanais. Et le second, ce serait, comment dirais-je, l'emprise plus forte du religieux sur la vie politique et sur la République. Est-ce que vous percevez cela vu de l'étranger? D'abord, je dois dire que c'est toujours difficile pour un diplomate de s'exprimer sur un autre gouvernement. Ouais. Et ce ne sera jamais moi de m'avoir, vous allez écouter quelques mots de commentaires, parce que ce serait un manque de respect, un insulte aussi. Et je sais bien que les gouvernements, comme mon gouvernement par exemple, donnent une idée, une image aux Italiens et aux étrangers, comme le vôtre le donne aux citoyens et aux étrangers. Ce que j'ai remarqué et que je dois faire comme observateur, c'est qu'ils sont des qualités d'un système ou des problèmes, mais vu de l'intérêt d'un autre pays, d'abord. Donc je remarque des choses, mais évidemment, comme observateur, je dois considérer aussi ce que les gens considèrent de son propre gouvernement. Pour nous, c'est gérer un gouvernement, une société si complexe, ça nous donne une explication de pourquoi le gouvernement est comme ça. Mais évidemment, on pourrait être complètement différent du système politique au Liban. Le choix, le gouvernement constitutionnel nous aurait pu choisir un autre système. Vu de nouveau de l'étranger, on ne peut pas confronter un autre système, parce que dans l'histoire récente, on voit que le système a évolué dans cette direction, pas dans un autre. Mais certainement, comme vous avez une société démocratique si active, vibrante, et en considérant comment la force des idées est importante au Liban, c'est un acquis ou quelque chose qu'il faut acquérir. On voit dans toutes les sociétés maintenant la difficulté, les problèmes, les gouvernements vivent vers une sorte de direction de la politique qui ne fait pas d'escompte aux gens. Il est nécessaire, c'est une façon de se protéger. Ce serait mieux de se protéger en ouvrant plus la société et le gouvernement, où les sociétés se sentent fragiles. Ça, je pense que tout le monde peut avoir des réponses différentes. Mais chaque pays doit, chaque peuple doit trouver le bon système, le meilleur possible. Si on veut, moi, je ne peux que parler de mon pays, de mon système, de mon gouvernement, mais je garde toujours une attention admirée pour le fait que si je dois penser que j'étais en Italie d'avoir la même complexité, je ne savais pas imaginer comment on aurait géré, surtout si on considère des résultats. Ouais. Chez nous, on regarde la monnaie, il n'y a pas dans la région une monnaie après 20 ans qui n'a pas d'évalué. Turquie, Égypte, grand pays, la Jordanie. Alors, cela évidemment, c'est un phénomène qu'on peut analyser, critiquer, même selon qui a cet avantage. Non, mais vu de l'extérieur, de nouveau, les institutions ont produit un résultat, ont produit une action. Alors, cela a stabilisé, a déstabilisé. On peut dire tout et le contraire.
Mais dans la politique internationale, dans les rapports internationaux, c'est sur la base de ces résultats, ces faits, on prend des mesures, on fait des calculs, on réagit. Et c'est là qui fait tourner le moteur des rapports. Mais il n'y a pas une évaluation, il n'y a pas une opinion de valeur. C'est pas à moi de le faire. Maître Antoine, Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour cette image avantageuse du plan que vous avez dressé. J'espère être convaincu à 100% de sa beauté et tout ça. Mais j'aimerais vous poser une question sur la Méditerranée. Vous avez beaucoup insisté sur ce facteur, cet espace d'échange et de vie en commun entre les peuples. Mais la Méditerranée aujourd'hui n'est pas seulement échange, etc. Et on meurt en Méditerranée parce que les peuples se déplacent, confirmant ce que l'historien Arnold Toynbee disait, que la plus grande force de l'histoire, ce n'est pas la lutte des classes, mais c'est la promenade des peuples. L'Italie est concernée aux premières loges par cette question, mais le Liban aussi, il est concerné par cette question. Dans votre évaluation de cette transhumance humaine, quelle part joue la situation en Méditerranée, je parle de la politique italienne, quelle part joue la situation en Méditerranée orientale et ici au Liban? Est-ce que vous tenez compte de ça pour définir votre politique en la matière? La politique de la Méditerranée a des raisons plus anciennes, disons, qui sont toujours valables. Mais certainement l'actualité est aussi un facteur pour continuer ou modifier la direction de la politique d'un pays comme l'Italie, impliqué dans la région. En Italie aujourd'hui, évidemment, les gens, l'actualité politique regarde plutôt la Libye, la côte nord-africaine, et certainement la question de l'immigration, phénomène migratoire majeur, est au centre du débat politique, de la peur des gens et des réponses qu'on essaie de donner à cette question, qui implique aussi des rapports avec l'Europe, mais en général, je dirais, la question plus simple, c'est de gérer la peur des gens, la réaction émotive, disons, face à ce phénomène, et la réalité de ce qu'on peut faire et comment s'organiser. Certainement, un État a un devoir, c'est lui de contrôler les frontières, c'est banal, mais c'est la raison pour laquelle le gouvernement, d'habitude, sont nés. Et la première question est celle. Gérer les frontières, donc un pays comme l'Italie qui a plutôt la mer comme frontière, ça pose une situation différente par rapport à d'autres pays européens. Mais c'est plutôt la question de gérer ce phénomène plus proche en Afrique du Nord qui fait concentrer l'attention des Italiens et du gouvernement. Mais en même temps, les questions migratoires internationales sont à l'attention, on est beaucoup plus sensible aujourd'hui qu'auparavant. Et donc je trouve que dans la politique italienne dans cette région, il y a des forces qui sont pas changées et qui viennent de la recherche de la stabilité en général, mais aussi une attention à ce qui se passe ici, même si on ne considère pas que la région pose des menaces à l'Italie, du point de vue de l'affaire, de la question migratoire, qui pour nous est surtout une affaire européenne, jusqu'à maintenant au moins, et de ordinaire contrôle des frontières sur lesquelles les Italiens se partagent. Et le débat est très vif et très difficile en même temps. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Maître Najjar. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que l'Italie voit dans le modèle de coexistence pacifique et consensuelle du système libanais, est tout à fait attentive à ce modèle. D'abord, je souligne avec force cette humilité des gens comme des Italiens qui n'ont pas forcément de lien politique avec le Liban, mais qui voient en le Liban un point attractif, notamment à ce niveau-là. Et alors que c'est un pays tout comme l'Italie, qui est quand même une nation qui fait je ne sais combien de fois le Liban. Et je comprends tout à fait que le modèle libanais soit un modèle qui puisse éventuellement inspirer des sociétés pluriconfessionnelles, notamment dans les pays du Golfe, comme l'Irak, comme la Syrie éventuellement. Mais je suis tout à fait curieuse de savoir en quoi un modèle comme le Liban peut être source d'inspiration pour des Italiens qui, je sais bien, ont un pays qui est tout aussi complexe, mais en quoi la coexistence pacifique et consensuelle au niveau des confessions peut être une source d'inspiration aux Italiens eux-mêmes. D'abord, c'est de connaissance, parce qu'on n'a pas encore une société multiculturelle comme d'autres pays européens, par exemple, dans la présence de populations d'origine pas italienne, même pas européenne, qui n'est pas très important en Italie pour adresser une question générale de coexistence. Et on la voit simplement dans le temps. Mais c'est aussi le fait de se poser des questions et voir comment ça se passe ailleurs. Ce qui nous attend. C'est pas seulement ce que attend l'Europe, l'Italie ou d'autres pays. C'est même du point de vue de gérer les rapports quotidiens, c'est-à-dire s'expliquer, se poser des questions sur un autre pays avec lequel on a beaucoup de rapports. Il faut d'abord s'interroger pourquoi ce pays a ce système et quels sont ces systèmes, le système qui est la force, la faiblesse. Donc la tension est d'abord pour les relations entre deux États. Puis du point de vue culturel, c'est fascinant de savoir comment la société a évolué et quels sont aussi les effets sur l'acceptation des autres. C'est un problème culturel d'abord. La société libanaise a beaucoup de choses en commun avec d'autres sociétés de la région, mais les réponses sont différentes. Moi, j'étais en Irak 2 fois dans ma carrière et tout dernièrement, j'ai vu l'effort dans ce pays d'introduire un modèle sur papier au moins semblable à celui du Liban. Mais il y avait même des rapports de force entre les communautés différentes et le système n'était pas vraiment efficace. Mais toujours la question que je me pose, c'est devenu intellectuel, est-ce qu'il y a d'alternatives dans certaines sociétés? Et sur la demande que je me fais du point de vue aussi culturel, depuis que j'ai commencé à lire, grâce à ma femme, des livres sur le Liban, je me suis posé la question, est-ce qu'une alternative est réalistique ou bien l'évolution du pays va vers la direction d'un système qui est congénial, qui est le meilleur possible, comme toujours la politique. Vous parlez du Liban. Je parle du Liban, mais d'autres pays qui vont essayer, vont expérimenter d'autres formes semblables, comme je l'ai vu faire en Irak. La question qui est toujours la même, quand une communauté minoritaire va trouver dans le pays où elle vit une forme de représentation politique, économique, qui est considérée suffisante. Et comment les autres communautés réagissent. Ça, c'est l'affaire dans tous les gouvernements. Aux États-Unis, en Asie, dans les pays africains où il y a des rapports de clans historiques qui sont peut-être plus forts que ceux des rapports d'État, il y a une démocratie moderne qui se pose des questions et qui
pas de réponse. Et parfois, vu de l'extérieur, peut-être on a des lunettes qui ne sont pas à feu, on a l'impression que c'est un élément de force dans un pays d'avoir un système qui a aussi des fragilités et qui peut être aussi critiqué surtout de la part de qui est gouverné. Mais pour un étranger, je remarque qu'il y a un système qui présente des éléments d'équilibre et qui sont des conditions pour faire avancer une société démocratique. Ce n'est pas un État autoritaire. Donc, un autre pays, bon, on parle du chef de l'État parce que c'est le seul qui exprime 90% de la volonté, des idées d'un pays. La beauté d'un État démocratique, avec toutes ses faiblesses, c'est que la société est beaucoup plus riche et le pouvoir est beaucoup plus répandu. C'est pour ça que je dis que l'Italie et le Liban ont en commun le fait d'être des puissances culturelles plus que militaires et politiques. Bien que ce sont des acteurs dans ces domaines aussi, parce que c'est la culture qui rassemble un peu tous. Et si la culture, c'est dans la tête d'une personne seulement, d'un chef d'État qui contrôle tout le monde, ou bien c'est un capital qui est éparpillé dans peut-être 10 millions de personnes ou 50 000 personnes, ça entraîne des relations, une façon d'établir des relations complètement différentes. Ce qui fait que nous devons aussi établir ce rapport sur le plan culturel, qui est bien pour nous parce que nous sommes convaincus que nous sommes aussi une puissance culturelle, parce que la culture joue un rôle important chez nous comme chez vous. Donc on a beaucoup plus d'éléments pour nourrir réciproquement, nous parler, nous adresser et réfléchir ensemble qu'avec d'autres sociétés avec lesquelles peut-être les rapports sont plus fermés et qui demandent une autre façon de les gérer. Je donne la parole à l'éminente archéologue Leila Badr. Pour rester dans le domaine culturel, d'abord je vous remercie, Excellence, pour une présentation merveilleusement claire. Dans le domaine de l'archéologie, avec toute la gratitude qu'on reconnaît et qu'on doit à l'Italie pour son intervention d'abord au Musée national, je pense aussi que vous intervenez dans le musée de Tyr, n'est-ce pas, dans le futur musée de Tyr que vous avez modestement pas négligé, mais pas signalé. Et d'autres, vous avez aussi Byblos, où vous avez intervenu. Comment? Oui, enfin, il y a beaucoup de projets. Ma question, est-ce que l'Italie intervient dans d'autres pays du Proche-Orient de la même façon, ou bien elle favorise le Liban de façon spéciale? Alors pour nous, l'héritage culturel, c'est en valeur, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas qu'on ne peut pas mettre en deuxième rang. Donc chaque fois qu'il y a une initiative, un intérêt réciproque pour valoriser l'héritage, les Italiens partent avec toute leur force, toute l'attention du chef de l'État jusqu'au conservatoire d'un petit musée, bibliothèque d'un pays. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais ça c'est surtout romain. Surtout romain. On nous a dit à Alva que c'est parce que construit par les Romains aussi. Mais non, parce que pour nous c'est non, je dis c'est l'idée de préserver l'héritage, même si c'est pas un héritage commun. On a des programmes aussi dans des pays qui sont lointains, en Amérique latine, on a des programmes au Mexique. Donc l'archéologie dans ce pays n'a rien à voir avec l'origine de notre pays. Moi je trouve que l'Italie a et peut-être partage avec d'autres pays l'attention avec l'héritage parce que ça fait partie, notre héritage, ça fait partie de notre histoire nationale. Donc c'est ce qui aussi était en Italie fait partie de cet héritage et l'Italie a eu la chance de ne pas avoir détruit son passé
grâce au fait qu'entre l'Empire roman et aujourd'hui, il y a eu la Renaissance. Donc, on a continué au lieu de tout effacer et revenir au présent. Donc, pour nous, les musées et l'école sont surtout un moyen de garder cet héritage. Et dès qu'on peut travailler ensemble avec d'autres pays, ou grâce aux universités italiennes qui font de la recherche archéologique et historique associée à l'archéologie, ils trouvent l'assistance de l'État de façon automatique, aussi parce que ce sont des projets qui ne coûtent pas trop cher, donc ça passe plus facilement. Mais pour revenir à votre question, on a beaucoup d'activités au Liban, mais on l'a aussi dans d'autres pays de la Méditerranée et jusque de la région de la Mésopotamie. À Mioun, on a eu des professeurs de l'université de Udine qui s'étaient spécialisés dans la recherche en Syrie et en Irak. Et ce projet qu'ils ont développé à Mioun, c'était l'action d'un historien et d'archéologues qui ensemble ont poursuivi une intuition. Parce qu'ils n'avaient rien à voir, ils ne savaient rien. Ils ont trouvé sur des textes, ils ont dit, peut-être il y a au Liban cette ville dont on parle dans l'histoire, à Mina, et ils ont dit que ça doit être peut-être à Mioun. Ils sont venus ici, ils ont travaillé, ils ont trouvé des épreuves. Mais c'est tout ce qui est derrière qui fait que les Libanais et Italiens ensemble, à Mioun, ont trouvé quelque chose d'important. C'est que cette invention a une valeur de l'héritage. Et chaque fois que dans un pays, on nous demande de travailler ensemble, on le fait. Et on le fait énormément dans la Méditerranée, en Tunisie ou en Libye avant les événements qui bouleversent le pays. En Égypte, on a beaucoup de programmes ensemble. Disons, cette partie du monde, on la partage, pas seulement à cause de la présence romaine, parce que les Romains sont venus tard par rapport à ce qu'on a ici. Donc c'est... Ça remonte jusqu'aux Phéniciens, c'est bien plus ancien. Oui, c'est beaucoup parce plus qu'il y a ancien. le jumelage aussi entre des villes de Tyr Et on et se sont concernés par d'autres civilisations. Les Romains sont venus après et ils ont bâti sur d'autres présences. Beaucoup plus anciens. Si on regarde maintenant que, disons là, ce qu'on trouve, ce qu'on voit aussi dans le musée, dans le sous-sol du musée national, c'est 6000 ans avant l'ère chrétienne. Alors, la période romane, c'est vraiment hier. Donc, mais ça explique, disons, la passion que nous avons, les Italiens, pas seulement des archéologues, mais tout ce qui s'occupe de relations internationales, ça touche quelque chose, ça vous fait bouger beaucoup plus que d'autres sujets. Donc chaque fois qu'il y a une proposition, s'il y a un peu d'argent, on est disponible. Le ministre arrive là. Je crois que M. Doyen Assaf a voulu prendre la parole. Merci. En fait, vous avez parlé un peu d'économie, c'était excellent, vos propos concernant l'économie libanaise, et vous êtes un peu étonné que comment cette monnaie-là n'est pas jusqu'à présent dépréciée. En fait, vous avez des problèmes en Italie concernant l'endettement public, le déficit public PIB, les ratios, des problèmes avec Bruxelles, etc. Je pense qu'au Liban, le problème est tout à fait différent. L'économie libanaise, pourquoi jusqu'à présent, et les Libanais sont très inquiets, même, je dirais même angoissés actuellement, d'après Moody's et les sociétés de notation qui nous harcèlent actuellement depuis quelque temps, concernant finalement... la musique. Voilà. Ça a une connotation un peu politique. Mais je voudrais clarifier entre guillemets, un peu finalement cette situation. Pourquoi la monnaie libanaise ne se déprécie pas? Vous le savez mieux que tout le monde, monsieur l'ambassadeur, que nos dépôts bancaires sont à plus de 70% dollarisés et que nos crédits sont à plus de 80% dollarisés. Donc c'est une économie dollarisée, c'est-à-dire la monnaie libanaise, la monnaie nationale, joue un rôle qui est, à mon avis, pas marginal, mais pas très important comme finalement l'euro ou bien d'autres monnaies dans d'autres pays. Ce qui fait que les 30% restants comme livre libanaise
sur le marché libanais, il y a un minimum incompressible qui représente à peu près 15%, c'est-à-dire les salaires des fonctionnaires, des employés, etc., les transactions au quotidien, pour les achats au quotidien. Il vous reste éventuellement 15% de cette masse monétaire qui pourrait être convertie. Mais cette masse monétaire, elle a en contrepartie auprès de la Banque centrale plus de 30-32 milliards de dollars, excepté l'or. Ce qui fait qu'on a peur de spéculer actuellement contre la livre libanaise. C'est ça qui explique la stabilité et pourquoi finalement la monnaie nationale tient jusqu'à présent. Et j'espère qu'elle tiendra encore longtemps. Voilà. Oui, mais je dis merci de tous ces éléments antérieurs parce que c'est de nouveau, c'est une question qu'on se pose. On se pose. Absolument. Si on ne vit pas là, on se demande. Absolument. Quand je dis ça, quand je dis que l'armée a libéré le nord du pays sans l'aide de l'aviation d'un autre pays, comme tous les autres ont fait, les gens disent ah, bon, c'est quelque chose qu'on ne remarque pas, mais de nouveau des questions, peut-être on n'a pas la réponse complète, mais c'est un acquis, c'est un fait qui est remarquable et qui fait calculer l'action. Il y a un facteur qui est très puissant chez les Libanais, qui a été expérimenté des décennies durant, c'est la résilience. C'est-à-dire c'est un peuple qui connaît une résilience extrêmement importante. Et donc ce qui fait que ça revient finalement à l'individu, à cet individualisme, à cette capacité que chaque Libanais... force culturelle. Absolument. Merci. Après vous, je suis désolée, je ne voudrais pas accaparer les questions, mais j'avais une deuxième question qui est fondamentale pour les Libanais, mais qui concerne aussi la politique italienne. Elle est liée à la présence massive de réfugiés qui inquiète et angoisse beaucoup les Libanais, comme vous savez. Et j'ai une question à vous poser sur la politique italienne et la politique de l'Union européenne, sur la question, puisque la politique italienne ici s'inscrit quand même dans le cadre plus large de la politique de l'Union. Dans les solutions durables à la présence des réfugiés au Liban comme ailleurs, il n'y en a que trois. Il y a l'intégration dans le pays d'accueil, elle est écartée de l'ensemble des Libanais. Il y a l'installation dans un pays tiers, et pour notamment les déplacés syriens qui sont sur le territoire, c'est une solution qui est expérimentée par certains pays. Je sais que le Canada a des programmes, mais bon, le nombre évidemment est peu élevé. Et la troisième et dernière solution durable qui est la meilleure, c'est évidemment le retour. Et la question du retour est évidemment c'est une question humanitaire, mais c'est une question aussi qui est éminemment politique. Et j'aurais aimé savoir sur le plan de la politique italienne et européenne, de l'Union européenne, par rapport à cette question du retour, est-ce qu'il y a une politique ou en tout cas des tentatives d'essayer de favoriser le retour parce que c'est une question commune, bien sûr qu'elle intéresse les Libanais, mais elle intéresse aussi l'Europe et notamment les pays de la Méditerranée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pensé, réfléchi, fait, ou est-ce que l'aide, le soutien de l'Union européenne et donc notamment de l'Italie consiste simplement dans ce soutien financier ou par des programmes éducatifs ou autres pour aider le Liban à supporter cette charge importante pour son pays? Effectivement, la crise des réfugiés comme ça, c'est un dilemme pour tous, même pour le pays qui sont sûrement pour soutenir l'action d'autres États. Parce qu'on n'a jamais la bonne réponse et l'action directe. Donc on se pose la question comment accélérer le retour, ne pas accepter l'idée de la permanence de la présence, limiter les dégâts et les coûts sur le pays comme le Liban, prévenir les conséquences de cet retard, réduire l'effet de ce retard. Alors je trouve que ce qu'on a, l'attention qu'on pose de plus en plus sur les projets d'assistance, c'est de viser des interventions qui puissent donner aux réfugiés une sorte d'incentive à partir. Par exemple, on a trouvé l'idée de la formation. Pour tous ceux qui sont nés, ont grandi comme réfugiés, l'idée du retour, c'est peut-être plus difficile pour les personnes âgées. Alors,
l'assistance, on essaye maintenant de le faire ensemble au Libanais, de façon à créer une aide, une assistance qui puisse favoriser le retour, donc entraînement professionnel, scolaire. On le voit comme une mesure pour faire revenir, disons, l'envie de rentrer, de chercher une solution à son futur, pas dans le pays où ils sont accueillis maintenant, mais dans leur propre pays. Peut-être c'est la seule concrète initiative que je vois dans tout l'ensemble de l'assistance internationale au Liban qui est concrètement visée à cet objectif d'accélérer, de créer les conditions pour accélérer le retour en Syrie. La parole au ministre Brahim Najjar. Excellence, laissez-moi vous dire deux ou trois choses. Premièrement, je suis vraiment admiratif de ce que vous avez dit. Vous avez regardé en direction du structurel, c'est-à-dire de ce qui est permanent, de ce qui est latent, de ce qui est durable. Vous ne vous êtes pas arrêté à ce qui est conjoncturel, c'est-à-dire qui est essentiellement mouvant, qui peut être modifié. En regardant vers le structurel, vous avez montré à quel point ce pays, avec l'Italie, ont des points communs, et notamment cette insistance à vouloir préserver la culture, l'héritage culturel. Je dois vous dire que nous aussi, nous vivons au quotidien notre histoire. Elle nous obsède. Elle nous sert de pesanteur. Vous avez su, monsieur l'ambassadeur, par-delà tout ça, évoquer le modèle libanais comme une possibilité de création d'un ordre régional nouveau. Probablement parce que vous avez bien connu la crise irakienne. Et je dois dire que c'est une manière de penser, c'est une façon de vouloir organiser la pluralité dans la richesse qui peut la caractériser, sans exclusion, avec libéralisme, avec beaucoup d'aménité, beaucoup de compréhension pour ce qu'est l'autre, sans organiser la pluralité de manière civilisée, le Liban n'aurait pas pu survivre. C'est la raison pour laquelle je trouve que votre papier, si j'ose dire, doit être publié. C'est une source d'espoir. C'est une manière de voir le Liban dans sa pérennité, dans nos résiliences. Et surtout, nous savons maintenant que quelque part en Méditerranée, on nous regarde et on nous comprend. Je vous remercie. Nous allons maintenant prendre une photo ensemble. Si oui, vous avec permettez. plaisir. Perdonnez mon français n'a pas magnifique. parce que l'accent. Non, il est très bien. Il est parfait.